Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Anti-clash. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Vous êtes rétrograde. Vous êtes dingue. Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Tu fais monter le racisme en France. De toute façon, vous ne m'écoutez pas, donc... C'est vous qui êtes dingue. Anti-clash. Non, mais laissez-nous parler, laissez-nous parler. Bienvenue dans Anti-Clash, une émission qui va au fond des sujets polémiques sans tomber dans le clash. Une émission qui insuffle une culture du dialogue même lorsqu'on n'est vraiment pas d'accord. Je suis Raphaël Tisblatt. Je suis Olivier Fournoux. Nous allons animer cette émission à deux voix, Raphaël et moi. Nous sommes tous les deux des praticiens du dialogue et tous les deux sidérés par le manque de dialogue aujourd'hui sur les médias et dans la société. Soit les points de vue en désaccord ne se rencontrent pas, soit ils se rencontrent et vont au clash, ou encore, variante, alignent les monologues les uns à la suite des autres sans jamais entrer vraiment dans le dialogue. Avec nos invités, nous allons aborder des sujets qui divisent, mais nous allons nous efforcer de proposer un autre modèle. Nous allons essayer de dépasser les controverses stériles, nous allons essayer de creuser les désaccords, de mieux les caractériser, et quand c'est possible, nous allons nous efforcer de dessiner éventuellement, sans obligation, des zones de convergence sur tel ou tel point. Aujourd'hui, nous allons parler de laïcité. Le sujet est vieux d'au moins un siècle et demi et ses controverses contemporaines datent notamment de 1989 avec l'affaire du collège de Creil. Il fait l'objet d'affrontements idéologiques qui dépassent le simple clivage gauche-droite et qui, il faut bien le reconnaître, tournent autour de la place de l'islam en France, au point qu'il devient difficile pour les citoyens de bien comprendre ses principes et les manières dont ils s'appliquent concrètement dans la loi. Beaucoup parlent de la laïcité comme si tout le monde comprenait ou devait comprendre la même chose, mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Alors, peut-on s'accorder sur ce qu'est ou sur ce que devrait être la laïcité ? Et au-delà, la laïcité cache-t-elle une division plus profonde entre ceux qui se font traiter d'idiots utiles de l'islamisme et ceux qui se voient accusés de faire le jeu de l'extrême droite ? Nous avons besoin de clarifications que les débats publics actuels ont du mal à nous fournir. Pour dialoguer sur ce sujet, nous avons deux invités. Martine Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue émérite au CNRS et notamment membre du groupe Société, Religion, Laïcité. Vous venez de publier aux presses universitaires de Rennes un ouvrage proposant une synthèse de vos travaux sur le judaïsme français sous le titre « Fin du franco-judaïsme ?» point d'interrogation. Quelle place pour les Juifs dans une France multiculturelle ? Second point d'interrogation. Et Gilles Clavreul. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, 2015-2017. Vous êtes délégué général du think tank L'Aurore et vous avez récemment publié aux éditions de l'Observatoire « Dans le silence de l'État ». Nous vous avons invité car vous avez tous les deux des positions différentes, voire divergentes, sur la laïcité. Vous avez tous les deux beaucoup discuté avec d'autres sur ce thème et des thèmes annexes comme la montée des racismes. Alors d'abord, peut-être en apéritif, une petite question. Qu'est-ce qui vous a poussé dans ce contexte de division sur le sujet de la laïcité à accepter notre invitation ? Martine ? Écoutez, moi, ce qui me pousse, c'est l'idée du dialogue même, parce que je sais très bien qu'il n'y a pas qu'une définition de la laïcité. Parce qu'il y a une histoire longue de la laïcité, et donc des mémoires divergentes de la laïcité, des conceptions divergentes de la laïcité depuis une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Et donc, dans mes échanges avec des collègues ou plus ou moins proches, je vois qu'il y a des débats difficiles, parfois des accusations mal intentionnées, malheureusement. Et donc, je suis attirée par l'idée d'un dialogue de bonne foi, on va dire d'une manière générale. Voilà. Et à l'écoute des arguments de l'autre, des autres en général, voilà, pour pouvoir répondre, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je prends en compte ces arguments ou pas. Merci. Gilles ? Je pourrais tout à fait rejoindre ce que vient de dire Martine Cohen. D'abord, j'ai trouvé votre invitation très sympathique et j'ai trouvé que le projet qui vous animait était lui aussi sympathique et méritait qu'on le suive. Sur le thème de la laïcité, mais sur d'autres aussi, sur lesquels il est de plus en plus difficile aujourd'hui
non pas de s'entendre, parce qu'on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Heureusement d'ailleurs, la démocratie, le débat, c'est précisément d'instruire le désaccord. Mais pour l'instruire, il faut savoir de quoi on parle et partager un minimum d'éléments de contexte, des faits, d'histoire, qu'il puisse y avoir du consensus, non pas sur les idées qu'on défend, ça c'est, si ça arrive tant mieux, mais c'est pas une obligation, mais sur les termes même du débat. Ce qui caractérise en négatif notre période par rapport à celle, par exemple, des débats qui ont amené à la loi de 1905, ou toute l'histoire de la Troisième République, pour cette seule partie qui n'est pas toute l'histoire de la laïcité, loin de là, c'est que les débats étaient très très vifs et les oppositions étaient très très structurées, très puissantes, on le sait bien, mais il y avait parmi tous les orateurs quelque chose comme une culture commune, en tout cas des références communes, notamment par rapport à l'histoire longue, l'histoire de France. On trouve par exemple ce texte assez formidable qui est l'exposé des motifs de la loi de 1905 présenté par Aristide Briand. C'est une leçon d'histoire en fait qui court sur plus d'une centaine de pages. C'est pas du tout un texte juridico-technique comme on a l'habitude de les voir aujourd'hui dans une prose assez sèche. Au contraire, c'est un magnifique texte quasiment d'historien et qui démarre avec le baptême de Clovis et qui parcourt 1000 ans d'histoire, 1500 ans d'histoire de France pour aboutir à quelque chose qui dans l'esprit de Briand et de pas mal d'autres d'ailleurs, est comme l'accomplissement d'une nécessité historique qui est identifiée à l'histoire de France elle-même. Mmh. Donc cet état du débat-là, qui était encore une fois pas beaucoup plus consensuel qu'aujourd'hui, peut-être même il l'était encore moins, permettait au moins aux uns et aux autres de se disputer sur des termes dont chacun comprenait à peu près le sens de la même manière. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on n'en est plus là du tout et qu'on emploie les mêmes mots, mais on ne les charge pas du tout des mêmes réalités, des mêmes références historiques, philosophiques, intellectuelles et autres, et que cela alimente beaucoup les mésententes pour ceux encore qui recherchent le débat, parce que je crois que beaucoup ne le recherchent pas du tout. Oui. Ils sont là pour asséner des trucs très très catégoriques, sans rechercher autre chose que de décrédibiliser l'adversaire, voire de le ridiculiser. Alors on va commencer justement ce dialogue, peut-être avec une question très simple, j'ose dire, même si peut-être la réponse ne le sera pas forcément, mais on va avoir le temps de développer. Voilà, qu'est-ce que pour vous la laïcité, ou que devrait-elle être ? Martine, vous voulez commencer ? Je ne vais pas dire qu'est-ce qu'elle devrait être, a priori, en tout cas pas tout de suite, mais ce qu'elle est, c'est une longue histoire, d'abord. C'est une histoire même qui remonte à avant 1905, d'abord la Révolution, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui pose la liberté de conscience et de croyance et de culte, et puis toute une longue histoire au XIXe siècle, et 1905, et depuis 1905 jusqu'à nos jours, aussi toute une série d'aménagements par des circulaires, par des ordonnances diverses, qui ont permis à un pluralisme religieux d'être plus présent dans la société française. Le 1905 était déjà une certaine ouverture, même, on va dire, sous Napoléon, ce qu'on appelle les cultes reconnus, c'était déjà une certaine ouverture à ce qu'on appelle les cultes reconnus, les 4 cultes reconnus, pas tous les autres. Il y en avait d'autres qui n'étaient devaient être autorisés et pas reconnus forcément. Donc il y avait déjà une certaine ouverture, mais en même temps dans cette ouverture il y avait une reconnaissance du catholicisme comme religion de la majorité des Français ou de la grande majorité des Français. 1905 c'était une ouverture plus grande puisqu'il n'y avait plus de culte reconnu. Il suffisait de se déclarer comme association cultuelle et ça permettait donc à une plus grande diversité de religions ou d'associations cultuelles d'exister. 1907, par exemple, 1907, l'Union libérale du judaïsme libéral s'est créée en France grâce à la séparation des églises et de l'État qui permettait de ne plus donner le monopole de la représentation du judaïsme au consistoire français. 1907. Mais 1907, comme premier aménagement de cette longue histoire de la laïcité, ça a été aussi l'autorisation à l'Église catholique qui refusait de créer des associations cultuelles, parce qu'une association cultuelle, ça doit être démocratique, ça doit être des gens qui se réunissent et qui élisent librement, démocratiquement, leur propre président. Or, pour l'Église catholique, qui était pour la hiérarchie, avec l'évêque en tête dans chaque diocèse, il n'était pas question d'accepter l'association cultuelle,
le mode d'association culturelle. Donc, elle a refusé cela. Malgré cela, l'État a accepté de laisser l'accès gratuit des bâtiments cultuels dont il avait eu la possession au groupe de fidèles catholiques. Et ensuite, il y a eu de longues négociations entre l'État laïque français et le Saint-Siège jusqu'en 1923, où il y a eu un accord pour que les associations diocésaines, présidées de droit par l'évêque, et donc pas un évêque élu, mais présidées de droit par l'évêque, étaient considérées comme des associations cultuelles. Pour moi, cette petite histoire, ce début d'histoire post-1905 est le premier des aménagements, des accommodements, raisonnables ou pas, je ne sais pas si vous le considérez comme raisonnable, avec de l'État laïque français, l'État de la séparation des églises et de l'État, avec l'Église catholique en l'occurrence, premier aménagement, premier accommodement, qui a de fait permis à un grand nombre de fidèles catholiques d'être acceptés dans cette république laïque, de se transformer même, de créer des mouvements d'action catholique qui vous souhaitaient, entre guillemets, refaire chrétiens nos frères, mais de manière tout à fait non combattante, si je peux dire, non combative. Voilà. Et donc, qui acceptaient d'être secondarisés dans leur identité catholique vis-à-vis de la citoyenneté française. Donc, c'est un premier aménagement. Mais il y a eu toute une série d'aménagements qui ont permis ensuite la création ou dès le début, la création des carrés confessionnels, sans murs, au sein des cimetières, bien sûr, mais des carrés confessionnels, et plus tard l'acceptation des barquettes cachères dans l'armée française, et après, un peu plus tard, les barquettes halal, l'ouverture à des fêtes religieuses, pour les fêtes religieuses principales de plusieurs confessions, judaïsme, orthodoxie, etc., la possibilité pour les fonctionnaires qui étaient membres de ces confessions de s'absenter dans la limite du respect de la tenue de leur public. Donc il y a eu toute une série d'aménagements dans cette loi 1905 jusqu'à nos jours, enfin jusqu'à quasiment nos jours, pour permettre une véritable présentation, une véritable existence d'un certain pluralisme religieux. Ça, c'est une histoire longue que tout le monde n'a pas forcément en tête. Et je viens à mon deuxième point, je vais être rapide là-dessus. Le deuxième point, c'est que tout le monde n'a pas la même mémoire de l'histoire de la laïcité. Il y a des gens qui ont la mémoire d'une histoire combative. Le combat contre l'Église catholique qui voulait être au-dessus de la République, contre les religions, contre l'obscurantisme religieux d'une manière générale. Et pour eux, pour une partie des gens, des gens qui ont cette mémoire-là, toute religion est a priori obscurantiste. Et donc, il faut s'en méfier. Et donc, cette mémoire-là, elle induit certains comportements vis-à-vis de toute religion, que ce soit l'islam ou autre. Hein. Et il y en a d'autres pour qui, et c'est mon cas en l'occurrence, l'histoire de la laïcité, la mémoire de cette histoire-là, c'est la mémoire de ces aménagements progressifs qui ont permis à un véritable pluralisme religieux d'exister en France. Et donc, et pas seulement pluralisme religieux, juifs, chrétiens, musulmans, protestants, etc., mais aussi pluralisme interne au monde religieux, par exemple juif, puisque des associations cultuelles libérales ou plus orthodoxes que le consistoire ont pu se créer après 1905, légalement. Voilà. Non pas exister de fait, de facto, mais se créer légalement. Donc, cette ouverture au pluralisme religieux, y compris interne aux religions, c'est un élément très important pour moi de l'histoire de la laïcité. Et c'est la mémoire de cette histoire-là qui me guide dans mes choix, on va dire. Donc, séparation des églises et de l'État avec tout un tas d'aménagements qui définissent et qui approfondissent et qui spécifient un peu cette relation entre l'État et les institutions religieuses d'un côté, et puis vous insistez donc sur cette question du pluralisme religieux que permet, selon vous, cette laïcité. Oui. Gilles Clavreul, pour vous, qu'est-ce que ça signifie, la laïcité ? Alors, il est d'usage courant de définir la laïcité de façon assez simple en trois principes qui la soutiennent. Séparation, liberté, égalité. Séparation des églises et de l'État, liberté de conscience et d'exercice du culte, et enfin, égalité des citoyens devant les services publics, ce qui a pour corollaire nécessaire la neutralité des agents publics. Bon, ça, c'est une définition qui est tout à fait
si j'ose dire, canonique et tout à fait exact. Néanmoins, évidemment, elle est un peu statique parce que c'est presque comme si ça avait toujours été là et ce sera toujours là. Alors qu'en réalité, l'histoire de la laïcité est en effet longue et complexe. Alors moi, j'aurais tendance à la faire démarrer encore bien avant même la Révolution française. Et d'ailleurs, si je reprends les propos d'un Jules Ferry, par exemple, ou d'un Gambetta à la Chambre, il y a cette référence, exactement comme 20 ans plus tard, Aristide Briand, cette référence constante à la période de la fin du Moyen-Âge, le moment où l'État moderne, enfin qui allait devenir l'État moderne, s'est constitué. Et il s'est constitué dans un rapport dialectique avec, difficile à dire, l'Église, oui, mais encore laquelle? Est-ce que c'est l'Église de Rome, l'Église nationale? C'est plutôt l'Église de Rome. Et le moment qui est un peu considéré comme fondateur, alors évidemment, c'est toujours arbitraire. Quand on prend une date historique comme ça, c'est la querelle qui a opposé le roi Philippe le Bel au pape Boniface VIII. Philippe le Bel, il arrive après une succession de rois qui ont consolidé, agrandi le royaume de France, et il y a quelque chose qui émerge comme appelons ça une conscience de soi de l'État. C'est-à-dire l'État se reconnaît un certain nombre de droits, de prérogatives autonomes, et forcément il trouve. Et le royaume de France se trouve de ce point de vue-là dans la même situation que l'État d'Angleterre, par exemple, se trouve évidemment buté et en conflit avec l'Église catholique. Conflit par moment, c'est le cas lors de cette querelle très violente qui se solde par un épisode un peu croquignolet où le conseiller juridique de Philippe le Bel va à la résidence d'été du pape. Et alors là, les versions divergent, mais on sait que le pape est violenté et qu'il va mourir quelques semaines plus tard. Donc ça se termine mal, puis ça se termine mal pour Rome d'une façon générale, parce que après on entre dans le siècle des antipapes, des élections contestées. Il y a un moment où il y a 3 papes en même temps, ça fait quand même un peu désordre. Les papes se réfugient à Avignon parce qu'ils ne sont plus en sécurité à Rome. Le fameux Rome n'est plus dans Rome, en tout cas du point de vue de la papauté. Donc on a cette histoire-là qui est par moments très conflictuelle, et puis il y a aussi des moments d'alliance, il y a des moments de coopération, il y a des moments de négociation. Martine Cohen a cité le Concordat tout à l'heure, où de façon tout à fait pragmatique, effectivement, Bonaparte, qui va devenir Napoléon, va rechercher un régime qui lui paraît utile du point de vue du pouvoir d'État, de son pouvoir à lui, c'est-à-dire qui est un régime dans lequel, en effet, il va y avoir reconnaissance des cultes, une place éminente reconnue à la religion catholique, religion confessée par la majorité des Français. Mais ça, c'est déjà une formule qui plaît pas beaucoup à Rome, parce que elle perd son statut de religion d'État. Elle n'aura de cesse que le récupérer par la suite, mais elle le perd. Et en fait, à part une toute petite parenthèse lors de la Restauration, elle le perd définitivement à ce moment-là. Et en effet, un régime très particulier quand même, parce que on reconnaît la liberté de conscience. Au vrai, la liberté de conscience, elle était déjà reconnue, déjà en filigrane depuis les guerres de religion, par les premiers traités de paix jusqu'à l'édit de Nantes. Là aussi, on le sait, il y a eu des revirements, mais enfin, elle est rétablie en 1787 avec un régime qui est un régime de tolérance, notamment envers le culte protestant. Et Bonaparte, en fait, va consolider tout ça. Et en insérant les religions dans une surveillance assez étroite de la part du pouvoir politique. Et ça, c'est une constante, appelez-la laïque ou pas, mais c'est une quasi-constante du pouvoir d'État en France, que de se reconnaître d'abord des prérogatives propres en dehors des religions, voire contre les religions. Et c'est aussi une particularité très étonnante, une vraie singularité de la laïcité par rapport à d'autres régimes organisant les rapports entre les religions et les pouvoirs publics, c'est que, certes, on reconnaît la liberté de culte et la liberté de conscience d'un côté, mais l'État se reconnaît aussi le droit de protéger la liberté des individus contre l'effet potentiellement liberticide des religions, ou en tout cas des excès des religions ou de leur incursion sur le terrain civil, civique, politique, idéologique.
Et là, on est en plein dans cette période dont on ne peut pas ignorer qu'elle a été une période, en effet, d'affrontement entre des républicains. Alors, il y avait vraiment toutes les sensibilités, toutes les nuances, et ceux qui ont porté la laïcité étaient plutôt des gens d'inspiration libérale, voire carrément spiritualiste. C'est le cas ô combien de Ferdinand Buisson, qui vient du protestantisme libéral. Ferdinand Buisson, c'est quasiment Monsieur Laïcité, en fait. C'est le directeur de l'instruction publique pendant toutes les années 80-90. C'est le premier collaborateur de Jules Ferry et c'est aussi celui qui va assister au Parlement. Il est devenu parlementaire, Aristide Briand, dans la rédaction de la loi de la loi de 1905. Donc on a beaucoup de courants du côté des Républicains, mais on a aussi, côté Église, une curie romaine très réactionnaire et très en hostilité, en opposition contre pas seulement la laïcité ou la République française, mais contre les idées modernes d'une façon générale. Ça vient en deux temps, c'est le clergé réactionnaire, l'Église réactionnaire des années 1860, avec le syllabus, qui est une récusation du monde moderne. Il va y avoir une phase de rapprochement et d'ouverture, c'est Léon XIII, les années 1890, un moment où la République elle-même devient plus conservatrice, et puis à nouveau, Pie X est élu pape, et là on tombe au moment de la loi de 1905, et Pie X est un pape qui est tout de suite dans une position extrêmement fermée, extrêmement réactive contre la République française. Et il trouve en face de lui des républicains qui vont être de plus en plus anticléricaux, en quelque sorte. Donc ce contexte a énormément joué dans la cristallisation des oppositions et des passions, même si c'est du côté des républicains, en fait, qu'on va tendre la main et qu'on va chercher un régime propre à rassurer la majorité des catholiques, des croyants, puisque les républicains voient bien que les Français, très majoritairement, restent attachés à la religion. Alors, à vous écouter, nos auditeurs peuvent se dire que peut-être... Voilà, vous êtes assez d'accord sur les fondamentaux et l'histoire longue. Aujourd'hui, où se situent vos différences? Où se situent vos divergences? Comment vous pouvez les présenter finalement en relation et en opposition tout en restant pédagogique? Alors, moi, je voudrais souligner, relever que l'histoire qu'a tracée Gilles Clavreul maintenant est une histoire de combat. Donc, dans mon propos initial où je parlais des deux mémoires de la laïcité, si je peux dire, de l'histoire de la laïcité, vous êtes dans cette mémoire des combats contre une Église qui veut garder son monopole, qui veut garder sa prééminence sur l'État depuis très longtemps. Et donc, vous gardez cette mémoire-là, et c'est apparemment peut-être celle qui vous anime le plus dans votre réflexion sur le contemporain. Alors que moi, donc, je ne méconnais, sans méconnaître cette mémoire, cette histoire longue des combats, je perçois, je mets en avant le fait que 1905 a été et la suite, 1907 et 1923, comme j'ai rappelé ces dates tout à l'heure, ont été des lois, des accommodements de l'État républicain avec l'Église catholique. Il y a le demandement qui ont dit vous ne voulez pas rentrer dans le rang, mais on vous fait rentrer dans le rang. C'est pour reprendre une formule un petit peu de Jean Bobéro, de l'historien Jean Bobéro. Donc, on vous admet quand même, voilà, et vous allez rentrer. Et le fait, moi, la mémoire que je retiens, c'est que les mouvements d'action catholique qui se sont créés ensuite, ils se sont adaptés chacun à son milieu, le milieu des indépendants, le milieu des agriculteurs, le milieu des étudiants, le milieu etc., des ouvriers, l'action catholique ouvrière, etc. Ils ont réduit leurs prétentions à refaire catholique toute la société française. Ils l'ont réduite à certains milieux. Ils ont adapté leur méthode à chaque milieu. Donc moi, je retiens cette histoire-là et aussi... et peut-être de manière prévalente sur l'histoire des combats. Et je retiens que ce catholicisme-là a beaucoup évolué jusqu'à adopter la laïcité, adopter clairement, officiellement la laïcité, la reconnaître en 1946 avec cette lettre des évêques, je ne sais plus si c'était au Conseil français, de Premier ministre ou quoi, pour dire nous reconnaissons la laïcité. Et d'une part, et ce catholicisme s'est énormément sécularisé aussi, au point que si on vient à aujourd'hui, il y a des femmes qui réclament de pouvoir devenir prêtres, de pouvoir mener des femmes fidèles, engagées dans l'Église catholique, croyantes, de pouvoir devenir cardinal, si ce n'est prêtre. Bon, donc il y a une sécularisation interne de ce catholicisme-là.
Donc, qui devient finalement, qui épouse les évolutions de la société française dans son ensemble. Sans oublier que la loi 1905 a été votée quand même par une majorité de députés qui étaient tous catholiques, presque tous catholiques, quasiment tous catholiques, ou protestants quelques-uns. Bon, voilà. Majorité d'entre eux ont voté cette loi 1905. Donc, moi, je retiens cette chose-là, et c'est ce qui me guide dans l'idée que accorder une confiance, une certaine liberté au culte, aux individus aussi déjà, permet de les faire rentrer dans une société, presque de les acculturer aux règles globales de la société. Et je vois ça dans le monde juif, par exemple, où des femmes rabbins sont apparues, ou d'autres, voilà, y compris dans le monde orthodoxe juif maintenant, des femmes rabbins veulent apparaître. Donc là aussi, la sécularisation fait son chemin, l'idée de l'égalité homme-femme fait son chemin, comme dans le catholicisme, dans le judaïsme, dans l'islam. Vous savez, il y a des femmes qui se déclarent imams, elles ne sont pas reconnues par tout le monde, mais à la limite, on s'en fiche un petit peu, pourvu qu'elles soient reconnues par une partie des gens, des musulmans, et ça suffit. Pourvu que les médias leur donnent la parole, cette reconnaissance publique par les médias ou par une communauté vivante suffit. On n'a pas besoin d'un État qui reconnaît les libéraux ou les autres. Voilà, donc on n'a pas besoin. Donc les religieux, les fidèles engagés, si je prends que eux déjà, épousent les valeurs de la société. Et je fais confiance à cette liberté accordée aux individus dans une société démocratique où l'État, bien sûr, préserve la prééminence de sa loi. Pas question de dire la loi de tel groupe prévaut sur... Pas du tout. Dire, vous pouvez le penser si vous voulez. Ma loi juive, ma loi musulmane, ma loi chrétienne vaut plus que Dieu. Les lois de Dieu valent plus que la loi de l'État. Vous pouvez le penser. Dans notre laïcité, c'est permis de le penser. Mais attention, qu'allez-vous faire de cette opinion ? Si vous passez à l'acte en disant je vais tuer telle ou telle personne parce que la loi de Dieu m'en intime l'ordre, non, là, c'est bien sûr contre l'État. La loi civile de l'État prévaut dans les faits, dans les actes, sur la loi religieuse, évidemment. Tout à fait. Moi, c'est pas la mémoire des combats laïques qui retient plus particulièrement mon attention, c'est l'intensité de ce rapport dialectique avec les religions et le fait que l'État voulant définir son propre cherche à ce que la société ne se gouverne que par elle-même d'une certaine façon et pas par un soutènement qui serait un soutènement de nature religieuse. Et à chaque fois qu'un particulier religieux se fait jour, quel qu'il soit d'ailleurs, le pouvoir d'État tique. Et ça, on l'a vu à de nombreuses époques. Alors, c'est pas un jugement de valeur, hein. Je dis pas que c'est bien ni que c'est pas bien, mais c'est vraiment très caractéristique d'une attitude française. D'autres pays, ça c'est ce que raconte très bien Edgar Quinet dans son histoire de la Révolution, au moment où les propositions nouvelles religieuses nouvelles sont arrivées, c'est-à-dire à partir de la Réforme, d'autres pays ont choisi d'autres voies. L'Angleterre a choisi de faire sa religion avec à la tête le chef politique, parfaite fusion du religieux et du politique. Comme on le sait, les princes protestants, les princes allemands, ont choisi le protestantisme pour partie par réaction contre l'impérialisme catholique de Charles Quint. Bon, la France a choisi une voie intermédiaire et toujours, en effet, assez pragmatique finalement, assez incertaine. Et ce, dès l'irruption des guerres de religion, c'est-à-dire avec la recherche d'un État qui serait souverain, c'est-à-dire qu'il aurait la faculté de s'élever au-dessus de la division des partis. Et ce qu'il a craint, et si je fais référence à cet épisode, c'est peut-être pour faire un saut dans le temps et nous amener à la période contemporaine, et ce que les guerres de religion ont très douloureusement et très violemment mis en exergue, c'est la violence des passions religieuses comme un possible ferment de dissolution de la société. Et pour cause, puisque c'est le fanatisme du parti catholique, de la Ligue, qui non seulement a entraîné la constitution de bastions où quasiment le pouvoir royal n'arrivait plus à s'exercer, Paris notamment, qui était littéralement tenu par la Ligue, et puis c'est au sein de cette Ligue,
avec des prêches vraiment fanatiques qui se tenaient dans les églises le dimanche, avec des réunions secrètes, avec une certaine doctrine qui légitimait la violence. Lorsque le roi manquait à ses devoirs sacrés, qui étaient de défendre la vraie religion, eh bien c'est dans ce milieu-là de la Ligue catholique qu'est née l'idée de légitimer le régicide. C'est-à-dire si le roi ne défend plus la loi naturelle, qui est la loi de Dieu, alors il est légitime de le tuer. Et c'est bien ce qui s'est passé, puisque consécutivement, on a eu 2 régicides perpétrés par les fanatiques catholiques, Henri III, Henri IV. Tout ça a considérablement marqué la mémoire nationale et amené en quelque sorte les souverains, alors pas tous, ça c'est encore une fois, il y a eu des périodes historiques très diverses, mais à considérer que à partir du moment où il y avait l'affirmation d'un particularisme religieux, il fallait être prudent, il fallait se méfier. Et vous voyez par exemple que sous Louis XIII et Louis XIV, vous avez un cardinal, en plus ça manque pas de sel, Richelieu, qui construit une diplomatie totalement étrangère, totalement indifférente à l'idée de s'allier avec son camp religieux, entre guillemets, on poursuit les alliances avec l'Empire ottoman, au grand scandale de l'Europe catholique, on fait alliance avec les princes protestants contre le Saint-Empire romain germanique. Donc on a une matrice politique française qui est très singulière de ce point de vue-là, c'est-à-dire les religions, on s'en distingue à tout le moins, on bâtit une légitimité propre, autonome, qui est celle de l'intérêt public. Et puis, quand il y a des particularismes, on les surveille, voire on les combat. Et à telle enseigne que sous Louis XIV, évidemment, ce qu'on retient, et c'est normal, c'est la révocation de l'édit de Nantes et c'est les persécutions des protestants. Mais on a aussi persécution des jansénistes, on a aussi l'expulsion des jésuites, comme un petit Percombe royal et monarchique, mais on a donc, je ne vais pas détailler toutes les autres, les mouvements qui ont suscité aussi réprobation, etc. Alors tantôt avec l'appui de Rome, tantôt contre Rome d'ailleurs, c'est ça qui aujourd'hui est difficile à comprendre parce que c'est il y a très longtemps et on n'a plus la mémoire collective de ces grandes batailles, de ces grandes joutes-là, contre Port-Royal, etc. Pour en venir à l'époque moderne, il y a quelque chose comme une résurgence de cette idée que, attention, quand il y a un particularisme religieux, on ne sait pas exactement ce que ça peut donner en termes de cohésion, d'unité nationale, sachant que la France, comme le disait Fernand Braudel, formule que j'adore et que je répète souvent, la France, ce sont des Frances cousues ensemble. La France se nomme diversité. Et c'est bien parce qu'elle se nomme diversité qu'elle recherche l'unité et qu'elle a parfois cette crainte. Alors peut-être parfois irrationnelle et infondée, cette peur de la division. Merci d'avoir amené tous ces éclairages historiques, parce que c'est vrai qu'il nous éclaire aussi. Martine Cohen parlait de l'importance du pluralisme religieux. Gilles Clavreul, vous parliez aussi, vous insistiez aussi sur cette question de la protection du rôle de la laïcité pour protéger les citoyens effectivement de l'influence qui peut être néfaste, abusive des religions, lorsqu'elles cultivent certains particularismes. Et là, évidemment, on pense à la période actuelle, à la place de l'islam. Martine Cohen a l'air de dire que la laïcité devrait, comme elle a permis historiquement, par exemple, à la religion juive, de se moderniser, et même à la religion aussi catholique, de s'adapter à la nouvelle situation, au nouveau régime. Et Martine Cohen ne l'a pas forcément dit explicitement, mais j'entends presque en filigrane, ça devrait pouvoir être la même chose pour l'islam. Pourquoi ne devrait-on pas juste permettre à l'islam d'être ce qu'il est et de le laisser effectivement évoluer et d'adopter la modernité comme les autres religions ont pu le faire? Est-ce qu'il y a quelque chose là où il y a un désaccord, et on sait qu'il y a un désaccord dans la société là-dessus, sur est-ce que l'islam peut véritablement s'adapter à ça, ou est-ce que non, ça n'est pas possible, et est-ce que la laïcité, l'État, à travers ses principes laïques, devrait faire plus pour protéger ses citoyens? Et là, on va peut-être aborder les questions récentes de l'application de la laïcité dans certains domaines. On pense au voile à l'université, par exemple. Quelle est la limite? Qu'est-ce que vous pensez de ce rôle de l'État quant à effectivement réguler l'expression religieuse des citoyens pour se protéger entre eux?
Vous insistez beaucoup sur cette matrice, vous avez utilisé le terme matrice. Donc moi, je trouve que c'est une différence entre nous. Pour moi, c'est vrai que cette histoire longue des combats de l'État contre la suprématie de l'Église catholique ou contre des religions éventuellement, elle informe en effet une partie des militants de la laïcité aujourd'hui en France. Oui, elle forme leur opinion. Et elle est très matricielle, comme vous, pour reprendre votre expression. Mais pour moi, il me semble qu'il faut mettre en avant, d'une part, la rupture légale de la loi 1905, qui crée des conditions nouvelles de pluralisme religieux, mais il faut mettre en avant aussi toute l'histoire du XXe siècle et jusqu'à nos jours de sécularisation forte de notre société. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de catholiques qui pratiquent, il y a de moins en moins de catholiques qui s'engagent, qui sont fidèles, qui sont peut-être de culture chrétienne mais sans plus, voilà. Et donc il y a une sécularisation forte de la société qui imprègne tout le monde, y compris, quand je utilisais l'expression de sécularisation interne, y compris les religions elles-mêmes. Les idées d'égalité homme-femme, elles sont entrées dans les religions. Après, les plus orthodoxes d'entre eux se défendent comme ils peuvent de cela, ou adoptent l'égalité et adaptent l'idée d'égalité en leur sein. Donc, pour moi, cette histoire du XXe siècle de sécularisation est un cadre important pour réfléchir à la question de l'islam en France aujourd'hui. Et donc, si je suis quelques analyses de sociologues ou d'historiens, de sociologues sur l'islam en France, je perçois qu'il y a une grande majorité des musulmans français qui, même s'ils sont pratiquants, plus ou moins pratiquants, n'en pensent pas moins que leurs règles religieuses prévalent sur les règles de l'État, les règles civiles d'une manière générale. Donc, ils n'en sont pas là du tout. Ils sont pour respecter la République, ses lois, etc. Et même s'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont assez nombreux, dit-on, selon certains sondages, qui pensent que les lois de Dieu prévalent sur la République, ils le pensent. Mais que font-ils à la suite de ça ? Bon, alors je sais que certains d'entre eux vont jusqu'à vouloir assassiner un instituteur ou un enseignant qui Samuel Paty, oui. Voilà, Samuel Paty, qui a montré des caricatures du prophète Mahomet qui avaient été publiées par Charlie Hebdo. Donc, mais combien de personnes vont dans ce sens-là ? La question se pose à moi. C'est pas la majorité. Et moi, je suis pour. Et ça, c'est une chose. L'autre question, celle du voile, que vous avez évoquée, celle du voile, moi, je connais quelques personnes, femmes qui sont voilées, qui ne me donnent pas l'impression d'être aliénées. Je ne sais pas si elles sont mariées ou pas, je ne me rappelle plus, mais d'être aliénées à leur mari ou à leur père ou à leur frère ou quoi que ce soit. Voilà, donc moi, je fais ce que j'appelle ça le pari de la liberté. C'est-à-dire dans une société démocratique comme la nôtre, et sécularisée, très fortement sécularisée, où il y a une diversité d'options qui se présentent, religieuses ou pas religieuses. À l'intérieur des religions, une diversité d'options. On peut porter le voile ou ne pas porter le voile. En France, on a cette liberté dans l'espace public. Je ne parle pas de l'école, évidemment. Donc, dans cette société démocratique, très fortement sécularisée, qui n'a rien à voir pour moi. Elle a à voir un petit peu, il y a des influences qui peuvent, avec l'Iran ou l'Arabie Saoudite ou l'Algérie, où le pouvoir politique donne pouvoir aux groupes religieux sur la société. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte. Donc moi j'appelle ça faire le pari de la liberté. Savoir que des femmes qui décident de porter le voile, elles vont dire oui, ma fille, elle a le droit de le porter ou pas. C'est elle qui choisit, c'est elle qui choisira. Ma fille ou ma sœur, ou bon, voilà. Et donc, elle coexiste avec nous. Et pour moi, ce contexte de liberté informe, d'une manière générale, les significations même du voile. Les débats qui ont eu lieu autour du voile depuis 1989, elles ont changé les significations, elles ont multiplié les significations du voile. C'est moi qui le porte, je suis libre de, c'est ma relation personnelle avec Dieu, etc. Donc pour moi, ces débats ont été utiles dans la société française, pour diversifier. C'est pas le cas en Iran, c'est évident. C'est pas le cas en Algérie, c'est évident. Mais dans notre société, si on peut dire, grâce à notre laïcité et à l'ouverture de cette laïcité, les significations du voile ont été pluralisées. Donc, je fais le pari de la liberté. Ça ne veut pas dire que je dis que cette femme est libre complètement, forcément, je ne sais pas. Mais je fais le pari qu'elle voit la liberté
dans notre société, et donc elles en prend de la graine, si je peux dire. Alors, Gilles, sur cette question du voile, est-ce que vous pouvez répondre à Martine ? qui fait le pari de la liberté, effectivement, qui insiste sur cette notion de confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance, en fait, pour vous ? Oui, j'avais écrit il y a quelques années, il y a 4-5 ans maintenant, un papier qui s'appelait « Le voile n'est pas le sujet ». Et donc je ne suis pas complètement insensible à certains arguments. Enfin, c'était un intertitre, pour être exact. Mais c'était déjà à propos de ces débats-là, parce qu'effectivement, le voile a pris une importance hyperbolique qui a vocation... j'emploie pas le mot par hasard, qui a vocation à obscurcir le sujet et à le rendre extrêmement clivant. Je dis ça parce que le voile en tant que tel, ce que je veux dire par là, le voile n'est pas en tant que tel le sujet. Ce sont les usages symboliques du voile, ce sont les usages idéologiques du voile qui sont un sujet, qui peuvent être un sujet. Alors c'est sûr qu'on n'a pas que des usages idéologiques du voile, mais ceux qui sont pour moi, à mon avis, un sujet, c'est de cela que je parle et dont à mon avis il faut parler. Je reviens 2 minutes sur ce qui nous opposerait au niveau de la lecture de l'histoire et des principes. Vous avez compris qu'en fait il n'y a que des nuances, il n'y a pas d'opposition en réalité. C'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on valorise en premier, qu'est-ce qu'on place en premier. Je me souviens, on m'avait posé la question dans quel ordre présentez-vous les principes de la laïcité ? J'avais répondu dans l'ordre chronologique. Donc je dis la séparation en premier et la laïcité en deuxième et la liberté en deuxième. Il dit mais pourtant l'article 1er de la loi parle bien de la liberté. Je dis oui, mais le titre lui il parle de séparation. Et ce qui est la nouveauté, la grande innovation de 1905, c'est la séparation. L'audace des Républicains, parce que ce qu'on a là aussi un petit peu oublié, c'est que ils ont voulu la séparation en 1905 quasiment pour les mêmes raisons qu'ils leur faisaient refuser dans les années 1880, parce qu'ils redoutaient la puissance de l'Église et ils redoutaient de la libérer, que cette puissance puisse se retourner contre eux. Donc le principe de confiance, c'est tout à fait, moi je vous rejoins complètement, ce qui préside à l'esprit de 1905, là-dessus il n'y a pas de doute. Des nuances donc sur quand même la façon dont on caractérise certains traits de cette loi de 1905, de cette séparation, notamment le fait, j'y reviens, qu'il y a des formules qui encadrent assez fortement la liberté. Il y a quand même tout un titre 5 qui fait un tiers de la loi, qui s'appelle police des cultes, et où il est dit, par exemple, le culte est public et il s'accomplit sous la surveillance des pouvoirs publics. C'est de la confiance raisonnée, on va dire, hein. C'est de la confiance limitée. Et puis il y a des articles, je disais aussi, qui prévoient des peines de prison si on tient des réunions politiques dans des lieux de culte, si un ministre du culte appelle à désobéir aux lois, etc. Donc c'est une liberté encadrée, mais c'est une liberté bien évidemment. Évidemment, là où je pense les divergences aujourd'hui sont plus importantes, c'est autour de ce que mon défunt ami Laurent Bouvet a appelé la nouvelle question laïque, c'est-à-dire la reformulation nécessaire, inévitable, des principes de la laïcité face à une situation sociale toute nouvelle, inédite, qui est l'affirmation, l'émergence, l'apparition d'une religion qui n'est pas une religion historique de la métropole, je m'empresse de le dire. Et c'est une partie du sujet, c'est que bien évidemment, cette religion qui est l'islam, si elle n'était pas présente historiquement en métropole, enfin, si Narbonne, Perpignan, 8e, 9e siècle, mais là, pour le coup, j'irais peut-être pas si loin dans l'exploration de l'histoire longue. Et en tout cas, l'islam historique du Moyen-Âge n'avait pas laissé les traces qu'il a laissées, par exemple, en Espagne, ou même d'ailleurs en Hongrie, par exemple. Bon. Donc, une religion nouvelle qui nous vient essentiellement d'une immigration postcoloniale, et ça n'est pas tout à fait sans importance, pour employer vraiment un doux euphémisme. C'est évidemment central dans les questionnements, dans les polémiques, dans le rapport que l'islam a avec la République. Une religion qui, dans un premier temps, n'est pas visible. Alors, est-ce par invisibilisation due à des politiques d'État? Est-ce parce que la pratique des travailleurs immigrés dans un premier temps, qui étaient des hommes seuls, hein, au moins dans une première phase, était une pratique extrêmement et volontairement discrète pour mille et une raisons, notamment par crainte du racisme, etc.
tout ça est possible. Laissons-la. À partir de la fin des années 80, l'islam apparaît. Il monte à la surface littéralement, puisque c'est à ce moment-là qu'on commence à parler d'islam des caves, à dénoncer ça dès le milieu des années 80. Bon. Et conjointement, parce que les deux phénomènes se superposent, et ce ne sont pas tout à fait le même phénomène, ce n'est pas un seul phénomène, il y a l'affaire du voile. Qui va forcément, pour certains, entraîner une espèce de confusion des esprits, superposant la question de l'apparition de l'islam comme religion française nouvelle, avec tous les sujets extrêmement pratiques mais très importants, comment construire des lieux de culte, comment aménager des temps de prière, comment tout simplement reconstituer entre nous une mémoire collective, etc. Sous l'effet, c'est ce que Gilles Kepel avait très bien diagnostiqué dès 87 dans les banlieues de l'islam, avec une demande de retour, d'un certain retour à une pratique religieuse chez la deuxième génération. À partir de la fin des années 80, il y a cette nouvelle question laïque et qui oblige à des reformulations. Et on voit que ces reformulations, elles vont être extraordinairement compliquées, notamment pour la famille politique qui pensait être la plus au clair sur sa conception de la laïcité, c'est-à-dire la gauche. L'affaire de Creil va avoir essentiellement pour effet de fracturer la gauche, et cette fracture-là, on est toujours dessus. J'allais dire plus que jamais, parce que il y a d'autres facteurs d'explication, bien d'autres, qui sont internes à la vie des formations politiques de gauche, mais certainement la question laïque, ou ce que j'appelle à la suite de Laurent Bouvet la nouvelle question laïque, va jouer un rôle absolument déterminant. Et l'un des sujets, alors il y a des sujets effectivement de conception de la laïcité, de méthode, etc. Mais très honnêtement, je ne pense pas qu'il soit si prédominant que ça. Oui, il y a effectivement encore une composante très anti-religieuse, très redoublée d'ailleurs plutôt d'une idéologie des années 60, on va dire, plus que de l'anticléricalisme historique des années 1880, 90, 2000, etc. Une vision plus clairement anti-religieuse, athée pour ainsi dire. Je ne crois pas qu'elle soit absolument majoritaire, dominante. En tout cas, elle s'exprime très très peu dans les politiques publiques. Pour ainsi dire, elle ne s'exprime pas dans les politiques publiques. En revanche, là où il y a, et c'est sans doute, alors je ne sais pas si c'est un désaccord avec vous, Martine, mais avec certains, et en tout cas, ça a donné lieu pour le coup, à des très fortes divergences que j'ai pu avoir, par exemple, avec les anciens représentants de l'Observatoire de la laïcité. Il y a un problème de lecture de la société. C'est-à-dire, notamment, la profondeur, l'importance, la gravité de l'islamisme. Donc là, qui est bien, et je prends évidemment soin de distinguer ça radicalement de la question de l'islam en tant que tel, même si distinction ne veut pas dire déconnexion, évidemment qu'il y en a une quand même, ne serait-ce que parce que les islamistes se réclament de l'islam véritable, de l'islam authentique, donc on ne peut pas établir une espèce de coupure analytique arbitraire entre les deux. C'est même d'ailleurs une facilité qui, à mon avis, il faut absolument éviter. L'ampleur du phénomène, l'ampleur du diagnostic. Ça, pendant longtemps, ça a été très difficile parce que, pour ainsi dire, on n'avait quand même pas beaucoup de travaux. Et puis, il y a eu un certain nombre de faits qui ont, malheureusement, mais heureusement, in fine, conduit des sociologues, des islamologues à investiguer le terrain. Et pour faire référence, parce que bon, on a beaucoup de sources différentes, mais notamment certains de vos collègues, j'ai en tête les travaux de gens qui sont pas suspectables d'être des laïcards ou des approbateurs inconditionnels des politiques d'État, quelles qu'elles soient. Je pense aux travaux de Sébastien Rocher sur les jeunes et la loi. Alors, c'est une étude sur les attitudes des collégiens du département des Bouches-du-Rhône. Une étude excellente, vraiment très très solide, sociologique. Et on s'aperçoit dans cette étude-là, il y en a d'autres, il y a celle d'Anne Muxel et Olivier Galland également, la tentation radicale, je crois, si je ne m'abuse, qui explore de manière plus qualitative les attitudes et les positionnements. Et en effet, on trouve une majorité, et c'est à plus forte raison vraie de la population générale adulte de confession musulmane, on trouve une majorité qui, avec tout un nuancier d'attitudes, des plus détachés de la religion aux plus proches, certains conservateurs, d'autres plus libéraux, etc. En gros, ont intégré complètement
les principes républicains ont un certain degré de sécularisation, incontestablement, plus ou moins, effectivement, certains à la manière des cathos un peu rigoristes qui peuvent considérer que certaines choses les choquent. Bon, mais enfin, qui sont fondamentalement respectueux de l'ordre républicain, plus que respectueux d'ailleurs, qui sont en adhésion. Et puis, il y a une minorité, et cette minorité, elle n'est pas petite, elle est relativement importante, et surtout, elle grossit, et notamment chez les jeunes, et le sujet est plutôt, à mon avis, à ce niveau-là, qui manifeste pas seulement, parce que la seule question, est-ce que vous pensez que la loi religieuse est supérieure à la loi de la République, suffit pas à caractériser, d'ailleurs elle est ambiguë cette question en réalité, parce qu'elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Est-ce que vous considérez que dans l'absolu, vos principes religieux sont d'une essence plus profonde, plus absolue, on peut comprendre que des religieux, des gens qui sont très croyants aient cette attitude-là. Non, la question, c'est plutôt quelles conséquences vous en tirez, comme vous le disiez. Et la question n'a pas été posée dans ce sens-là. Et la question n'a pas été posée. Je suis tout à fait d'accord. En revanche, quand on reboucle avec les autres questions qui sont posées généralement dans ce type d'enquête et qui portent sur la relation aux femmes, le rapport à l'autorité, la perception de l'homosexualité ou le rapport à d'autres minorités, les juifs en particulier, là on a des réponses qui forment, alors pour donc une partie minoritaire mais significative des publics interrogés, on trouve des indicateurs qui sont généralement considérés dans d'autres enquêtes sociologiques très fréquentes comme des indicateurs d'intolérance ou en tout cas d'autoritarisme. Voilà, je fais référence notamment à l'indice longitudinal de tolérance tel qu'il est utilisé chaque année par la CNCDH. Voilà, enfin, par les sociologues du CEVIPOF pour le compte de la CNCDH. Est-ce que vous pouvez préciser pour nos auditeurs Alors la Commission nationale consultative des droits de l'homme publie chaque année un rapport sur le racisme en France et qui publie un indice longitudinal de tolérance. C'est en gros un indicateur synthétique avec toute une batterie de questions sur la peine de mort, vos rapports aux étrangers, est-ce que vous faites confiance en général à vos voisins ou pas. Bon, et à partir de ces, je ne sais plus combien il y en a, mais enfin un très grand nombre de questions, vous avez un indicateur synthétique de tolérance qui répond, je parle sous votre contrôle hein, évidemment, mais je crois que c'est à peu près ça, qui définit si vous êtes plutôt libéral et ouvert ou plutôt autoritaire et fermé. On va le dire assez. Et sans grande surprise, les personnalités autoritaires, on les trouve plutôt à la droite, voire à l'extrême droite. Bon. Eh bien, typiquement, on retrouve ce type d'attitude fermée aujourd'hui dans une partie non négligeable de la jeunesse musulmane, avec des postures qui manifestent une certaine rigidité et une grande hostilité à certains principes républicains. Et notamment, alors, s'agissant de la laïcité, une conviction très largement partagée chez les jeunes de confession musulmane que la laïcité est discriminatoire. Voilà. Alors, les jeunes en général, les collégiens et les lycéens, n'ont pas la même perception de la laïcité que les adultes. Il y a un effet d'âge certainement, on n'aime pas trop les règles et les contraintes quand on est jeune, et puis avec l'âge ça évolue un peu, mais il y a certainement aussi un effet de génération. Sans doute cette génération-là a des valeurs et une perception des choses qui est différente. Et on voit par exemple que les jeunes, ce qui leur importe le plus dans l'idée qu'ils se font de la laïcité, c'est pas comme les aînés de tenir à distance les religions, ça c'est le critère qui vient en 1 chez les adultes, c'est d'équilibrer les attitudes envers les religions, c'est d'assurer l'égalité entre les religions. Donc c'est pas du tout le même rapport. Mais s'agissant de le vrai lièvre est là, s'agissant de la discrimination, il y a un ressenti très fort, très majoritaire chez les jeunes de confession musulmane que la laïcité, je dis bien la laïcité, est discriminatoire. Là, c'est effectivement un gros problème. Martine, j'ai vu que vous aviez pris plein de notes au moment de la prise de parole de Gilles. Je suppose que vous avez envie de réagir sur certains points particuliers. Je vous cède la parole. D'accord. Alors, brièvement, avant juste de revenir à la période tout à fait contemporaine et l'actualité de nos débats, de nos contradictions éventuelles, je voudrais juste dire que sur la loi 1905, vous avez évoqué la question de la police des cultes. Je suis d'accord. On ne doit pas parler de politique à l'intérieur des lieux de culte. Mais moi, je voudrais évoquer l'article 4, que vous connaissez aussi sûrement, où l'État autorise toutes les associations cultuelles à s'organiser selon les principes de leurs propres règles. Donc, à l'époque,
l'Église catholique, et jusqu'à nos jours d'ailleurs, ne veut pas ordonner de prêtres femmes. Et ça choque personne à l'époque. Maintenant, ça peut choquer plus de personnes. Mais donc, on accepte ça. L'Église catholique s'organise selon ses règles, le judaïsme selon ses règles, etc., etc. Donc, c'est une grande liberté d'organisation interne, très importante. Et sans dire l'Église catholique est inégalitaire vis-à-vis des femmes, puisqu'à l'époque, les femmes n'ont même pas le droit de vote en France. Elles n'auront le droit de vote qu'en 1944. Bon. À cause des laïcs qui ont peur que les femmes votent mal parce qu'elles seraient influencées par les clercs. Et puis voilà. Des radicaux du Sénat qui étaient beaucoup moins à gauche que ceux de... Voilà. Alors donc ça c'est un point de rétablissement, enfin de rappel historique qui me semble important, cette liberté au culte de s'organiser selon leurs propres règles. Voilà. Maintenant, pour venir autant à l'époque d'aujourd'hui, très contemporaine, je crois que ce qui nous sépare, c'est d'une part l'appréciation de l'ampleur des menaces islamistes, je ne parle pas de l'islam, mais des menaces d'un islamisme. Je crois que ça nous sépare largement. Je pense qu'il y a éventuellement des stratégies de groupes, d'associations, d'individus ou d'associations. Il peut y avoir ça. Mais pour moi, l'ampleur n'est pas à ce point-là importante et grave qu'elle nécessiterait, et là, deuxième point peut-être de distinction entre nous, qu'elle nécessitera une loi d'interdiction de l'État, par exemple. Voilà. Et par contre, et d'une part, parce que il me semble que certaines choses qui sont, par exemple, vous parliez des indicateurs d'intolérance, sur les rapports hommes-femmes, sur le rapport à d'autres religions, certains pourcentages laissent penser qu'il y a de l'intolérance dans les milieux musulmans ou dans les milieux islamistes. Ok, il y a. Mais je pense que ces choses-là ne relèvent pas d'une loi de l'État, d'une loi d'interdiction, d'une loi de régulation de l'État, mais elles relèvent des débats de la société. Et de même que l'État n'a pas imposé en 1905 à l'Église catholique ou au judaïsme d'ordonner des rabbins ou d'ordonner des femmes, ou d'ordonner des femmes rabbins ou des femmes prêtres, de même aujourd'hui, l'État n'a pas à se mêler, si on peut dire, de définir qu'est-ce que c'est un islam des Lumières. Qu'est-ce que serait un islam des Lumières ? C'est pas à l'État de le faire comme tel. Je suis très légaliste là, bien que je fais confiance aussi, et j'en appelle beaucoup aux débats de société, qui sont importants, à mon sens, pour faire évoluer les choses. Et de fait, ça existe, parce qu'il y a des femmes qui se déclarent imams aujourd'hui, et elles sont peut-être menacées. Et là, l'État doit les protéger, comme il protège des lieux de culte musulmans ou des lieux de culte juifs, ou parfois des églises catholiques. Et deuxièmement, je pense que quand l'État se mêle trop d'interdire ça, il ne fait que provoquer et rentrer dans une surenchère qui est néfaste pour l'évolution de la société d'une manière générale. J'ai l'impression que, si je prends l'exemple des signes religieux à l'école, voilà, il interdit le voile, ok. À l'époque, en 2004, l'État, Chirac en l'occurrence, aurait pas seulement suivi la commission Stasi sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires, mais aussi demandé que, selon la proposition de Patrick Weil, pas que de lui je crois, mais enfin que de lui en particulier, que 2 jours soient fériés, en plus 2 jours supplémentaires soient fériés pour tous les élèves, un jour qui correspondait à la fête de Kippour et un jour à l'Aïd el-Kbir, pour tous les élèves, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas distingué qui sont les élèves juifs, qui sont les élèves musulmans. Donc pas d'assignation identitaire. Cette loi de 2004 contre les signes religieux ostentatoires, elle aurait été de fait perçue beaucoup moins ou pas du tout comme anti-musulmane, puisqu'il aurait été une ouverture d'une manière générale à la diversité des religions. C'est dommage, c'est un loupé de la part de l'État, je pense. Ça c'est une chose. Mais en plus, si on pense aujourd'hui, si on parle d'aujourd'hui, avec pas de voile, donc il y a des jeunes filles qui portent des jupes longues, qui portent des bandanas, qui portent etc. Alors l'État va se mêler de dire « Oh ben ça c'est à destination religieuse ». Mais il court après quoi l'État là ? Il y a des jeunes qui sont dans la provocation, qui ne sont pas forcément des islamistes, mais qui sont « Tu m'interdis ça, je prends ça », comme autre signe de mon identité musulmane, même s'il n'est pas très pratiquant par ailleurs, hein, d'ailleurs. Donc, on est dans la provocation. Et si l'État s'engage dans cette surenchère avec les jeunes, il est perdant. Ouais, mais ça et nous aussi dans la société.
On va vous laisser répondre rapidement, Gilles Clavreul, et puis ça sera peut-être la dernière intervention avant de clôturer temporairement cette première partie. Oui, là, j'ai pas du tout la même lecture de la loi de 2004. Je pense qu'au contraire, c'est une très bonne loi. C'est une loi qui a montré qu'on pouvait poser un interdit. C'est le cas. C'est une loi qui pose un interdit, ou plus exactement qui le rappelle d'ailleurs, parce que faut pas oublier que Jean Zay en 1937 avait également interdit l'expression religieuse. Oui, mais c'était quand même une circulaire qui posait un interdit. Donc il y avait une tradition et qui en fond n'avait plus tellement été respectée au moment justement de l'affaire de Creil. Le pouvoir s'est trouvé très embarrassé de cette question-là. Il s'en est littéralement défaussé sur le Conseil d'État, qui lui-même a pris une certaine option qu'il aurait pu ne pas prendre. Justement, il aurait pu faire référence à la circulaire Jean Zay. Il s'en est suivi 15 ans d'atermoiement, 15 ans de jurisprudence locale contradictoire, des tentatives de règlement partiel avec la circulaire Bayrou de 94, peu importe. Bon, c'est des points d'histoire qui n'ont plus tellement d'intérêt aujourd'hui, mais en tout cas, une multiplication des contestations, et avec des parents d'élèves et des élèves qui comprenaient pas, parce que dans certains collèges de la même ville, pour exactement le même cas de figure, dans un cas c'était interdit, dans l'autre cas c'était admis. Donc c'était le fait de renvoyer la responsabilité au chef d'établissement, c'est bien gentil, mais en réalité c'est là qu'on était dans un certain arbitraire. En réalité, avec la loi, on a clarifié les choses et on les a en réalité apaisées, parce que les contentieux ont littéralement disparu dans la suite des opérations, et aucun des risques qui avaient été alors évoqués, par exemple, il va y avoir une déscolarisation importante des jeunes filles musulmanes, ne s'est réalisé, bien au contraire. Si, ça s'est un peu réalisé quand même. On a plutôt tendance à considérer maintenant, une étude de Louis Chauvel qui en parlait, qui est un sociologue spécialiste des inégalités il y a quelque temps, qui montrait que les élèves musulmans avaient plutôt bénéficier du fait de cette dynamique, oui, de laïcisation renouvelée en quelque sorte. Mais moi, je la vois plus s'inscrire là encore dans une continuité qu'autre chose. Par ailleurs, il y a une dimension qu'on ne peut pas occulter dans cette affaire-là, c'est qu'on n'est pas seulement dans la provocation adolescente classique. On est dans une offensive idéologique avec des donneurs d'ordre. Des donneurs d'ordre qui sont des prédicateurs, qui sont des associations et qui sont également derrière des puissances étrangères, puissances étatiques ou non étatiques, mais des puissances étrangères. Donc on a des acteurs idéologiques. Alors, quant à savoir quelles conséquences ça a, si c'est effectivement de l'ordre de la perturbation, normalement l'État doit être assez solide pour y faire face. Quand on a des choses beaucoup plus graves et que on voit que des acteurs idéologiques qu'on connaît depuis des années, pour certains d'entre eux, sont à l'origine de ce qui a abouti à l'assassinat de Samuel Paty, et qu'il s'agissait là d'acteurs de l'islam identitaire qui manifestaient alors pour des causes diverses d'ailleurs, la Palestine, etc. Bon, pas seulement pour la religion, mais le fait est que ce sont ces acteurs-là qu'on a retrouvés. Quand on voit que le mouvement, là, ces derniers mois, des abayas et des camis, fait l'objet d'une mobilisation sur les réseaux sociaux avec des argumentaires qui sont quasiment fournis clé en main par des idéologues. Quand vous avez des jeunes filles de 14 ans qui vous expliquent que ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas une tenue cultuelle, mais une tenue culturelle, je trouve ça vachement élaboré comme réflexion pour une gamine de 14 ans. Donc elle l'a pas totalement inventé ni trouvé elle-même. Donc bien évidemment, il y a une offensive idéologique. Alors, y répondre, c'est certainement pas simple. Je suis pas du tout partisan de mesures qui seraient exorbitantes du droit commun, mais je crois justement qu'on n'en est pas là du tout, et que notamment la loi dite séparatisme, mais en réalité de renforcement des principes de la République, va dans le bon sens en donnant quelques outils nouveaux, sans changer radicalement l'ordre des choses. L'économie générale des politiques de laïcité, de lutte contre la radicalisation n'est pas sensiblement modifiée, mais il y a quelques outils supplémentaires. Il y a une pratique un peu nouvelle, dissolution de certaines associations dont on a vu depuis des années qu'elles causaient beaucoup de mal. Je pense que cela, c'était utile. Il ne s'agit pas d'aller plus loin. Et par ailleurs, là, pour le coup, pour finir, je vous rejoins totalement sur ce qui est des tentatives aussi répétées, obstinées que, à mon avis, vaines, de structuration de l'islam de France. Moi, j'ai les plus grandes
les plus grandes réserves là-dessus, parce que je pense qu'en effet, c'est pas le rôle de l'État, c'est pas très conforme à l'esprit de la laïcité, c'est plutôt une logique. Alors, on dit souvent néo-concordataire, mais je dirais moi plutôt néo-consistorial, d'une certaine façon. C'est-à-dire l'idée qu'on va dire aux gens, voilà, vous allez vous organiser comme ça, et puis vous allez voir, c'est mieux. Je ne crois pas que ça marche comme ça, surtout pas avec une religion fondamentalement décentralisée comme l'est l'islam. Je ne sais pas si le terme est approprié, mais on voit quelle est l'idée derrière. Et je pense que ce n'est pas une piste. En revanche, j'ai confiance aussi sur le long terme, sur la capacité et la volonté des musulmans à se saisir eux-mêmes de cette question. Tout le sujet, c'est de savoir combien de temps ça va prendre. Voilà. Et si l'État peut jouer un rôle utile, vous avez raison, la société doit se saisir de ça. Pas seulement les musulmans d'ailleurs, ça concerne tout le monde. Si l'État peut jouer un rôle utile, c'est en se montrant inflexible avec ceux des idéologues de l'islam politique, identitaire, etc., qui n'aident pas les musulmans en réalité et qui ne font rien non plus pour aider à la paix civile. Merci Gilles Clavreul et merci Martine Cohen. On a pu aborder déjà énormément de choses. Vous avez passé beaucoup de temps à refaire un recadrage historique qui était très utile. C'est vrai qu'on a peu l'occasion de retracer aussi loin les origines de la laïcité et d'essayer de voir comment ça peut nous éclairer sur nos grands enjeux contemporains. On va dans une deuxième partie aborder un peu plus en profondeur toutes ces déclinaisons justement contemporaines de la laïcité et les enjeux et les controverses qu'il peut y avoir autour. Vous avez mentionné la loi séparatisme, on va pouvoir revenir dessus. On va peut-être revenir aussi sur la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école et puis sur la question, encore une fois, le débat un peu plus récent sur le voile à l'université. On aura l'occasion de revenir sur toutes ces controverses et voir comment on peut aborder un peu plus sereinement ces sujets-là avec vous. Merci encore d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Merci.